Balai diplomatique autour de l'AS. Séjour 25 juillet 2025. Nous allons essayer d'en décrypter avec nos deux invités. Il s'agit de l'analyste Drissa Memeta qui n'est plus à présenter au public malien, voire au public africain. Et à ma gauche, nous avons l'expérimenté, le doyen Daniel Koulibaly, qui est un inspecteur de la douane à la retraite. Balai diplomatique autour de l'AS, parce que nous avons vu l'Égypte, nous avons vu avant les monarchies de Golfe, et ces derniers temps aussi un émissaire du président des États-Unis, Donald Trump. Jusqu'à quand ça va continuer? Quel engouement autour de l'AS? Pourquoi maintenant? Pourtant, d'aucuns avaient laissé entendre que les pays de l'AS devaient être isolés. Recevez nos salutations, cher public d'Afrique, cher peuple du monde libre. Drissa Memeta, un mot, un bonjour au public. Bonjour à toutes et à tous. Merci Général pour l'invitation. De passage, je salue tout le personnel de Gandhi Malien TV. Mes remerciements et mes salutations également à l'endroit du douanier pour avoir accepté de nous accompagner et de nous éclairer chaque vendredi. Je souhaite bonne émission et à tous et à tous. Merci. Bonjour Jawara, bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV. Je suis très content de rencontrer sur le plateau, de partager le plateau avec Drissa Memeta, parce que bien sûr nous exposons nos arguments, nos analyses, mais l'autre versant c'est que nous en apprenons aussi. Ah ouais. Donc merci à toi d'être là. Merci à tous ceux qui nous suivent quotidiennement, enfin, à chaque émission. Doyen, vous êtes à remercier, à féliciter, surtout à encourager pour votre engagement total, sans faille, non seulement pour le Mali, l'AS, mais surtout pour l'ensemble du peuple africain, voire l'humanité tout simplement. Merci. Doyen, sans plus tarder, nous commençons par vous. Pourquoi soudainement cet engouement autour de l'AS, ces balais diplomatiques? Ça fait quelque temps il y a beaucoup de va-et-vient autour des pays de l'Est. Pourquoi maintenant? Vous avez cité un certain nombre de pays, dont les États-Unis récemment, l'Égypte, les monarchies du Golfe. Effectivement. Mais vous avez oublié les pays africains qui ont fait la démarche ici. Le Soudan, le Tchad. Oui. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont fait le... Et donc, en gros, un pays qui était occupé à 80% par des terroristes, 80%. Le contrôle de l'État sur son territoire s'était amaigri comme peau de chagrin. Oui, comme peau de chagrin. L'autorité de l'État, on n'en parlait plus. Et du fait que l'État n'arrivait pas à faire face à ses obligations régaliennes de sécurité, la confiance s'était délitée entre la population et les autorités politiques. Mais plus grave, la population, il y avait une rupture totale de confiance entre la population et l'armée. Ça, c'était encore plus grave. Eh bien, que ce pays, subitement, en un an, 2 ans, se redresse, reprenne les choses en main, recouvre une bonne partie de son territoire, sinon tout son territoire, commence à installer l'administration partout, commence à réinstaurer l'autorité de l'État, œuvre à la réunion des Maliens, à des solutions négociées ou à des solutions partagées par tous les Maliens, par des dialogues. C'est une résilience. Et que tous ces gens-là viennent à nous, ce n'est que le résultat de notre résilience. C'est parce qu'on s'est relevé. Pour eux tous, le Mali était déjà partagé. Il n'y avait plus de Mali. C'était déjà fini pour le Mali. Bon, et sous la férule de la France qui nous a amené tous ces problèmes-là. Et je ne veux pas vous couper, juste vous appuyer un peu. Il y avait beaucoup de forces aussi. Ça dit beaucoup de troupes. On était occupé par des troupes étrangères. Et malgré tout ça, le pays était divisé. Et la France qui se glorifiait chaque fois en disant aux autres, non, c'est mon précaré. Vous avez vu, le président de la République l'a dit, l'actuel président de la transition l'a dit, oui, que
ici, il a reçu un coup de téléphone pour demander qu'on désigne 2 ou 3 personnes pour être les têtes de file de la transition. Il n'a pas dit de nom, mais tout le monde sait d'où ça vient. Ça s'est répété au Ghana. L'ancien Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, lors d'une visite dans une monarchie du Golfe, mais il a demandé aux gens, mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Ils disent non, parce que la France nous a appelés pour nous dire que non, il ne faut pas qu'on parle avec vous sans eux. Ils affirmaient chaque fois à tout le monde que c'est leur précaré, que ça leur appartient. Et je crois que le ministre des Affaires étrangères russe aussi a fait état d'une telle situation où la France a affirmé que ici c'est son précaré. Et donc, lorsque nous avons lutté et que ils ont même accusé les risques d'impérialisme. D'impérialisme, de venir se mêler, d'empiéter sur leur précaré à eux. Et ils leur ont proposé un deal. Effectivement. Et ils leur ont proposé, selon le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergueï Lavrov. Donc tout ça là, ce n'est pas innocent. Et donc que nous rejetions l'autorité de la France, que nous soustrayons de la mainmise de la France, les gens ne l'ont pas cru au départ. Même la Russie était hésitante. Elle a eu un bon bout de temps, instruit par l'exemple de ce qui s'était passé lorsqu'on a instauré la démocratie. La Russie était méfiante. Ouais. Mais elle a dû se rendre à l'évidence que cette fois-ci, ce peuple est résolu à se soustraire de la domination française. Et donc tous les autres pays qui pensaient que c'est le précaré français, on ne peut pas y aller, ça ne marchera pas, se sont ravisés et se disent, ah oui, mais maintenant, il y a quelque chose, ça va, on peut s'approcher. Et donc, comme je le dis, ça n'est pas surprenant, c'est le résultat de notre résilience. C'est ce que moi je peux dire qu'il faut retenir que je peux donner comme réponse. Mais maintenant, ouais. Vous avez quelque chose à ajouter? Pourquoi maintenant cet engouement autour de l'AES? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, il y a ce qu'on appelait le multilatéralisme qui marchait beaucoup. Et quand tu prends la géopolitique internationale maintenant, ce n'est plus ça qui est à l'actualité. Si vous prenez sur plusieurs continents, vous verrez que les choses ont commencé à bouger. Ce n'est plus le multilatéralisme, mais c'est le bilatéralisme qui fonctionne beaucoup maintenant. Et avant, comme le doyen disait, tout passait par la France. Quand les gens avaient besoin de nous, ils passaient par la France. Ou ils passaient par la CEDEAO ou Union africaine comme ça. Donc c'était à travers ces organisations, ces institutions qu'on nous imposait des choses. Donc notre souveraineté n'est... Voilà, donc les pays n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre pour décider, pour dire oui ou pour dire non. Donc les gens passaient soit par la CEDEAO ou par la France, et après, à travers ces organisations, ils imposaient des trucs aux États. Il y a ça. Donc tout simplement, nous étions propriétaires de notre État. Nous étions exclus de la propriété de notre État ou bien de notre espace auparavant. Parce que ces institutions avaient été... Bon, je ne dirais pas créé, mais avait été monopolisé par l'Occident pour ces intérêts-là, pour ces objectifs-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu de passer par les pays où ce que les pays refusaient, on passait par des institutions ou par autres organisations pour les imposer ça. Il y a un. Deuxièmement, il y a la création également de l'AES qui compte beaucoup. Est-ce que vous voyez? Parce que nous ne sommes plus dans la CEDEAO, donc il faut redéfinir les cartes. Si vous remarquez un peu, à chaque fois qu'il y a une délégation à Bamako, soit la délégation a déjà passé par Ouaga ou par Niamey. Les Américains, pareil, ils sont passés par Niamey, Ouaga. L'Égypte aussi, Niamey, Ouaga, Bamako. Donc c'est comme si les cartes sont en train d'être redéfinies. Ce n'est plus dans le cadre de la CEDEAO. Maintenant, c'est dans le cadre de l'AES que les partenariats vont se faire. Il y a ça. Il y a aussi également le côté... Je ne sais pas si ça a beaucoup joué le fait que maintenant dans l'AES les choses sont claires. Les gens ne doutent plus. Est-ce qu'il va y avoir des élections? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des élections? Est-ce qu'il y aura des crises autour des élections? Est-ce qu'il n'y aura pas de crises autour des élections? Maintenant, dans les 3 pays de l'AES, les choses sont claires maintenant. Les mandats sont donnés.
Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que ça aussi, ça a beaucoup joué sur le fait que beaucoup d'anciens partenaires ou beaucoup de pays sont en train de venir vers nous maintenant? J'ai l'impression comme si les gens ne savaient pas, ou bien les gens attendaient qu'est-ce que l'AES allait décider. Donc, si c'est des élections, donc on va attendre après les élections, on va aller venir vers eux. Maintenant, comme il n'y a plus d'élections pour l'instant, donc on ne peut plus attendre 5 ans ou 10 ans pour revenir dans un espace qui est vital aujourd'hui pour le monde entier. Donc je pense que c'est ces facteurs-là qui ont joué, qui ont fait que le monde entier court maintenant vers l'AES. Et pour terminer, il y a ce qu'on peut appeler les ressources, la course aux ressources. Vous avez entendu Donald Trump dire que les États-Unis ont besoin des terres rares, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Et aujourd'hui, dans l'AES, ces 3 pays ont beaucoup de ressources. Et ces ressources commencent à manquer ailleurs. Donc maintenant, comme les 3 pays, je peux dire les 3 pays sont totalement indépendants aujourd'hui, donc on peut venir vers eux, voir comment est-ce qu'on peut traiter, comment est-ce qu'on peut tisser des relations économiques avec ces 3 pays. Maintenant, quant aux relations aux partenaires sur le volet sécuritaire, peut-être après, quand on va aborder la question des États-Unis, on va arriver sur ça. C'est là où également on doit être beaucoup prudent. D'ailleurs, je reste avec vous. Sauf s'il doit y avoir quelque chose à ajouter. C'est bon. Je reste avec vous parce que Donald Trump a envoyé son émissaire. Et puis l'émissaire du président Trump s'est focalisé sur 2 points. Il a parlé de la coopération sur le plan commercial et puis de la coopération sur le plan sécuritaire. Donc c'est les 2 volets qui ont été évoqués. Or aujourd'hui, prenons par exemple le volet sécuritaire. Aujourd'hui, c'est la priorité des pays de l'AES. Mais nous avons des partenaires sûrs, sincères, les RIS. Si nous savons aussi toute la co-belligérance entre les États-Unis, la Russie en Ukraine, sur d'autres théâtres d'opération, en Iran et un peu partout, est-ce aujourd'hui on peut avoir à la fois les RIS ici et coopérer aussi avec les Américains? Je pense que la première question, le premier étonnement que j'ai sur cette question, c'est d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, général, c'est possible pour un pays qui a le secrétaire d'État américain sous sanction, c'est-à-dire le secrétaire d'État à la défense sous sanction, le directeur du Pentagone sous sanction, est-ce qu'un pays qui a mis ces gens-là sous sanction peut se rendre aujourd'hui ou peut avoir le courage aujourd'hui d'aller aux États-Unis, aller leur dire, bon, nous sommes venus collaborer avec vous pour lutter contre soit l'insécurité ou contre le terrorisme? Vous faites référence à quoi? Ben, nous avons nos officiers sous sanction américaine. Quand même, les gens doivent se rappeler. Après la victoire de Moura, comment dire là, il y a plusieurs officiers de notre armée qui ont été sanctionnés par les États-Unis. Ils ont fait quoi? Ils ont lutté contre le terrorisme, ces officiers-là. C'est-à-dire le colonel Moussa Sangari a été sanctionné par les États-Unis. Notre ministre de la Défense, Sadio Kamara, a été sanctionné par les États-Unis. Le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, a été sanctionné. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu la levée de ces sanctions-là contre ces officiers. C'est comme si vous avez la tête de l'armée est sanctionnée aujourd'hui par les États-Unis. Donc moi je pense que ça devrait commencer par d'abord lever ces sanctions si on veut prétendre travailler sur le plan sécuritaire avec nous. C'est la première contradiction. Voilà, c'est la première contradiction. Ouais. On veut collaborer avec nous pour lutter contre le terrorisme, mais nos officiers qui ont quand même mis en déroute les terroristes, vous les avez sanctionnés. C'est contradictoire. Donc il fallait d'abord commencer par ça et vers la suite on verra. Ensuite, deuxièmement, collaborer avec nous dans la lutte contre le terrorisme, oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, qui sont les terroristes? Cette question également doit être traitée de façon efficace. Parce que pour nous, les terroristes sont entretenus, financés, poussés, formés par la France. Notre État a même, qui est un pays membre de l'OTAN. Voilà, a même déposé une plainte au niveau du Conseil de sécurité contre la France. Et la France, d'ailleurs, ne s'en cache même pas. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les médias français, c'est quand même rare que tu vois dans le monde un plateau financé par l'argent des contribuables, un plateau qui est financé, ou bien une télé, une chaîne qui est financée par l'argent public, et sur ce plateau-là, on donne la parole aux terroristes.
on fait l'attalakou des terroristes sur ce plateau-là. Donc, ça veut dire que c'est l'État qui consent. Donc, si on veut nous aider à combattre les terroristes, donc, aidez-nous à pousser ce dossier qui est dans le Conseil, qui est pour l'instant bloqué au Conseil de sécurité, ou même, comme l'émissaire William a dit ici, qu'eux, ils ont mis plusieurs terroristes sous sanctions, c'est-à-dire des sanctions financières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on ne veut pas sanctionner la France, quand même. Oui. Il en avait été question. Sans que, est-ce que les Guinéens le reconnaissent ou pas, mais il y a des troupes étrangères de l'OTAN aussi en Guinée. En Côte d'Ivoire, bon, je crois qu'ils sont encore aussi là-bas. Ils sont en train de nous encercler. Bon, aujourd'hui, ils changent le fusil d'épaule pour venir nous dire « Nous venons vous aider à lutter contre le terrorisme ». Mais l'expérience nous prouve qu'il faut se méfier de ça. Moi, si je ne peux pas être un diplomate, je ne suis pas un diplomate. Si vous étiez un conseiller au président Assimi des questions internationales. Non, je ne peux pas être, parce que je ne conseillerais pas de la bonne manière. Mon caractère ne me permet pas de composer avec les États-Unis. Lorsqu'ils viennent me parler de ça, je les fuis. Immédiatement, je m'éloigne d'eux. C'est ce qui allait être votre posture. Ma posture. Mais comme la diplomatie a ses règles, souvent on peut passer beaucoup de temps à parler alors qu'on sait qu'on ne va pas aller avec eux. Donc la diplomatie a ses règles, je ne sais pas comment ils vont référer ça. Mais mettre dans notre dispositif de sécurité les Américains, les Russes, ça ne me paraît pas normal. Après tout ce qu'ils nous ont fait, ça ne me paraît pas normal. On reviendra vers vous pour voir pourquoi une coopération est totalement impossible. Parce que ceux qui nous écoutent ont besoin d'avoir certains détails. Pourquoi une coopération est totalement impossible pour un pays africain qui est déjà partenaire sécuritaire avec la Russie, et de mettre ensemble la Russie et les États-Unis. Dans quel cadre? Pourquoi nous avançons de tels arguments? Avant de revenir vers vous pour répondre à ça, Drissa, je reviens encore vers vous. Les États-Unis ont-ils un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme ici dans l'espace AES? Leur rôle, s'ils ont des rôles à jouer, ils ont un rôle moral, si ça existe. Si ça existe, hein. Parce que les terroristes qui nous attaquent ici, la majorité sont venus de la Libye. Okay. Et là-bas, c'était Obama, Sarkozy et David Cameron. Voilà, qui ont mis le chaos là-bas. Et qui ont même envoyé ces gens-là chez nous. Qui a fait que, par fini, le Sahel s'est trouvé comme ça embrasé, avec des milliers et des milliers de morts, de blessés, de déplacés et tout. Donc, le bazar que nous vivons aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'origine. Donc, s'il y a un rôle moral à jouer, ils devraient éteindre ce feu-là. Maintenant, il y a plusieurs façons d'éteindre ce feu. Déjà, en ce qui concerne le partenariat sécuritaire ou bien la façon dont nous travaillons avec les Russes sur le terrain, je pense que c'est pratiquement impossible d'avoir les Russes et les Américains comme ça sur le terrain. Ça, c'est impossible. Maintenant, si les Américains veulent vraiment lutter contre le terrorisme, comme je venais de dire, ils peuvent commencer par plusieurs choses. J'ai parlé des sanctions, j'ai parlé d'autres choses. Bon, c'est vrai, le passé existe, mais souvent, ça ne nous bloque pas. Ok? Maintenant, ils peuvent commencer par nous laisser tranquilles, hein, de telle sorte que nos militaires peuvent se concentrer sur le terrain. Arrêter leurs médias qui nous cassent les tympans ici, faire arrêter leurs ONG qui passent tout leur temps à écrire du n'importe quoi sur notre armée ici, en termes parlant d'exaction, nini, nanana. Ils peuvent enchaîner ou empêcher leurs élèves qui nous dérangent, qui nous envoient des terroristes ici. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont les moyens de faire plier la France. Hein? La jeune française. Oui, ils ont les moyens de faire plier la France. Aujourd'hui, les États-Unis ont les moyens de faire plier même l'OTAN. Donc, si ils veulent vraiment lutter contre le terrorisme chez nous, et surtout que
la plupart des chefs terroristes sont soit formés par leur CIA ou supervisés par leur CIA. Oui, chaque fois ici, nous aimons avancer des preuves pour vous compléter. Oui. Je pense que l'Ukraine dit former des chefs, des militaires mauritaniens et autres, mais nous savons que dans les lots, il y a des chefs terroristes qui sont glissés, et d'ailleurs des terroristes disent qu'ils suivent des formations en Ukraine, or qui part de l'Ukraine aujourd'hui part de l'OTAN. Merci. Voilà, donc c'est clair. En plus, les terroristes qui nous attaquent ici, ils ont le soutien, même en plus du soutien, hein, ils ont l'accompagnement de l'Ukraine. Et qui dit l'Ukraine dit forcément les États-Unis. Oui. Donc moi je pense qu'ils n'ont même pas besoin de venir nous dire qu'ils ont l'intention de nous aider ou bien qu'ils veulent travailler avec nous. S'ils ont vraiment la volonté de lutter contre le terrorisme, ils peuvent, étant chez eux là-bas, faire tout ça sans même dire un mot au Mali. Donc moi je pense que nous ne les empêchons pas de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire sans passer par nous, sans même discuter avec nous. Moi, je pense que le truc est très simple. Maintenant, entre nous, il y a ce qu'on peut appeler le manque de confiance. Ça existe et je pense que ça va toujours exister. Parce que le problème, c'est quoi? Avec Biden, tantôt c'est comme ça. Avec Trump, tantôt c'est comme ça. C'est comme ceux qui reprochent à l'Afrique l'instabilité institutionnelle, et aujourd'hui ils sont dans ça. Biden est ton ami, Trump n'est pas ton ami. Biden décide quelque chose, Trump dit non, on ne va plus faire ça. Donc c'est comme si tu vas commencer par travailler avec Trump, hein? 4 ans plus tard, un autre président va venir, il va dire non, on déchire tout ça. On recommence à zéro. Un autre va venir, il va dire non, on déchire ça, on va recommencer à zéro. Est-ce que un pays qui est dans cette situation, je pense que c'est très dangereux même, de nouer certains partenariats avec ce pays. Parce qu'il faut que les accords ou même les conventions ou autres là, les partenariats doivent être stables. Ça ne doit pas être changé. Comment dire, les objectifs ne doivent pas changer ou bien les termes ne doivent pas changer chaque 2 ans ou chaque 3 ans. C'est pas bon. Et surtout dans la lutte contre le terrorisme. Oui, et pour apporter encore certains éléments d'éclaircissement à votre brillante analyse, l'accord sur le nucléaire, Obama l'a signé avec les Iraniens. Ouais. La fameuse communauté internationale l'a signé, ça a été paraphé. Mais quand Trump est venu, il est sorti de cet accord de façon unilatérale. Trump était sorti même de l'accord sur le climat, hein, que l'autre là, Biden est venu, il avait remis les choses, je pense que Trump doit encore sortir. Donc il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas une cohérence dans leur démarche, et vous avez si bien dit. Mais Driss, je reste avec vous. Hein, c'est les États-Unis, au vu de tout ce que vous avez évoqué, la CIA, nous souvenons encore des révélations de Mme Tulsi Gabbard, qui a la tête des renseignements des États-Unis, qui dit que ce sont eux qui ont entretenu des terroristes d'Al-Qaïda et autres. Et nous savons que Ben Laden a beaucoup travaillé pour... Bon, on ne va pas entrer dans ça. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de venir nous dire aussi, bon, ce sont eux qui ont fabriqué tous ces terroristes qui sont en train d'endeuiller l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, ils sont prêts à les reprendre, c'est-à-dire à reprendre leurs chiens méchants dressés, contre maintenant l'échange de quoi du volet commercial. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher de troquer quelque chose? Je pense que les grandes puissances ont toujours cette manière de faire les choses. C'est-à-dire quand ils te font du mal, après ils vont venir dire bon, ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas le pays, hein, c'est l'administration qui était là qui vous a fait ça. Ouais. Sinon nous on vous a rien fait. C'est toujours comme ça, que ce soit les États-Unis et les autres là. Vous disiez tout à l'heure, même Trump a dit que l'USAID servait à financer des terroristes. Effectivement. Et Tulsi Gabbard l'a dit. Donc c'est comme si ils reconnaissent que les terroristes qui sont chez nous, qui nous attaquent, ont été financés à un moment donné par eux. Mais ils veulent dire quoi? Bon, vraiment, c'était pas nous, hein. C'est Biden et son administration. Mais c'était pas nous. La question, c'est quoi? Pourquoi Biden et son administration finançaient et entretenaient ces terroristes? Est-ce que ces raisons-là ont disparu? Est-ce que ces intérêts-là ont disparu? Je dirais non. Maintenant, s'ils veulent revenir, ou bien s'ils tentent de revenir, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut avoir l'opinion africaine sans avoir l'opinion du Sahel ou même l'opinion de l'AES. Ça, c'est impossible. Ils l'ont remarqué.
au Conseil de sécurité au moment où, comment ils l'ont remarqué, à l'ONU, au moment où ils voulaient sanctionner la Russie. Quand ils ont vu qu'il y a plusieurs pays africains qui ont commencé à dire non, qui ont refusé de sanctionner la Russie, qui ont refusé de voter cette résolution-là, ils se sont dit quand même, il y a un problème. Avant, nous avions l'Afrique tout entière avec nous. Il suffisait seulement quand nous fassions, claquement de doigts, tout le monde était là. Mais aujourd'hui, ils nous disent non. Ça vient d'où? Aujourd'hui, tout le monde sait. Ils ont su que ce changement-là, ce bouleversement-là, dans la, en Afrique, ou même ce bouleversement-là dans la géopolitique, c'est parti en quelque part, du Sahel. Donc, tout le monde veut venir ici, à la source, avoir notre confiance, être vu avec nous, ou même travailler avec nous, pour pouvoir récupérer plus tard les autres. Parce que vous disiez tantôt qu'il y a plusieurs pays africains qui viennent vers nous. Récemment, il y a même l'armée ougandaise qui était avec notre armée. Donc, il y a ce côté-là. Il y a également le fait que nous avons été tellement résilients que tout le monde a su aujourd'hui que, bon, je peux avoir des moyens, je peux être puissant, soit je les tue tous, soit je viens vers eux de façon respectueuse pour essayer de travailler avec eux, au moins afin d'avoir l'image de quelqu'un qui est correct. Donc ça peut jouer dans les relations futures. Il ne faut pas aussi oublier que Trump, après avoir reçu, ou même pendant la réception des 5 chefs d'État, Trump a dit que c'est la première vague. Comme s'il comptait organiser d'autres séances comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que c'est une façon également de préparer, de préparer ça, on ne sait pas. En tout cas, concrètement, sur le terrain, ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas, de travailler avec l'armée américaine comme nous travaillons avec la Russie, comme nous travaillons avec les autres. Mais nous ne refusons pas, si quelqu'un veut contribuer à la lutte contre le terrorisme, je pense qu'il y a beaucoup de chemins qui est là, que ce pays ou cette personne peut entreprendre. Comme je le disais tantôt déjà, il faut commencer par ne plus collaborer avec les États, parce qu'ils nous font ici. Quand eux, ils traitent un mouvement, un regroupement de terroristes, tout pays qui va travailler avec ces gens-là, ils vont le sanctionner. Oui. Donc, si eux, ils pensent que nous luttons contre des terroristes ici, et qu'ils veulent travailler avec nous, ou bien même collaborer avec nous dans ce sens-là, je pense qu'il est obligatoire aujourd'hui de sanctionner les pays qui travaillent avec ces terroristes-là, ou bien les pays qui financent avec ces terroristes-là. Donc, je pense que il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs chemins de lutter contre le terrorisme sans forcément rentrer dans notre dispositif sécuritaire. Parce que si on est là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons été résilients, c'est parce qu'il y a des partenaires sincères qui nous ont aidés. Certains diront, oui, bon, la Russie aujourd'hui travaille avec les États-Unis, ou même Poutine et Trump se sont appelés. Oui, nous, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas travailler avec les États-Unis. J'ai tout simplement dit, aujourd'hui, nous ne leur faisons pas confiance. Donc c'est à eux de créer ça, et après on verra. De travailler à regagner notre confiance. Et après on verra. Doyen, nous revenons vers vous. C'est la même problématique est posée. La Russie, les États-Unis, et l'AS au milieu. Pourquoi cette cohabitation est impossible? Je l'ai déjà dit, si tu prends l'histoire des États-Unis depuis 200 ans, un peu plus de 200 ans qu'ils ont été créés, quel est le pays que les États-Unis a aidé à se sortir d'une guerre avec une victoire? La Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas forcément les États-Unis, c'est contesté aujourd'hui. Le job a été fait par l'Union soviétique. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur ces... On a dit les Américains, les GI sont venus, nous ont libérés. Ce n'était pas vrai. C'est vrai, ils ont participé à la guerre, mais ils ont profité financièrement de la guerre. Oui, les premières défaites militaires, même d'Hitler, c'est en URSS. Voilà. Donc, c'est l'URSS qui a contribué à libérer l'Europe du nazisme, plus que les États-Unis. Mais tous les autres pays que tu peux voir, où les États-Unis ont été,
Ils sont sortis avec quoi? Avec quelle victoire? Il n'y en a pas. Il y en a très peu, si peu qu'on ne peut pas les compter, on ne peut pas en parler. En tout cas, tout sauf la Somalie. Voilà. La Corée, non. L'Irak, non. La Syrie, non. L'Afghanistan, non. Il y a beaucoup de pays comme ça où ils ont été des bases partout, mais pour quel résultat? Et surtout pour les pays. Donc, à ceux-là, s'ils veulent venir aujourd'hui, chez nous ici, au moment où nous nous sommes vraiment relevés et que nous sommes dans une phase ascendante et c'est les rebelles qui sont en train, ou bien les terroristes qui sont en train de perdre, ils viennent pour nous aider. Vous croyez que les Russes vont les laisser approcher les matériels qu'ils nous ont vendus? Non. Vous croyez que nous devons, nos autorités vont les laisser s'impliquer ou connaître toute la stratégie de lutte qu'on peut mener? Non. Alors, ça veut dire quoi? Moi, en tout cas, c'est ce que moi devais. Comme notre ministre des Affaires étrangères, de façon... il dit, je suis prêt à dealer avec le diable s'il le faut, si j'ai mes intérêts. Bon, le ministre des Affaires étrangères, il a le background, il a le bagage nécessaire pour le faire. Mais moi, si je vois les Américains venir vers moi, je m'enfuis à toutes jambes. Ok, nous allons essayer de rester avec vous. Mais au vu de tout ça, parce que là, nous voyons que nous discutons carrément de l'AES, la jeune française, elle est mise de côté. La France avait pourtant promis de faire isoler le Mali. À l'époque, on était encore seul. Et par ricochet, de faire isoler les pays de l'AES, qu'on allait être seul. Et les plateaux, généralement, certains plateaux animés contre l'émergence des pays de l'AES, continuent de soutenir la même thèse que les pays de l'AES seraient isolés comme ça. Mais ce que nous voyons, c'est tout à fait le contraire. Comment expliquer cette dynamique? Donc c'est plutôt la France qui est isolée sur les dossiers de l'AES. En tout cas, ceux qui avaient dit que le Mali ou les pays de l'AES sont en train de s'isoler, leur silence sur ce ballet diplomatique est éloquent. Ça vaut pour toute réponse. Leur silence vaut, on ne peut pas dire plus que leur silence. Ils n'ont pas d'explication à ça. Mais selon vous, pourquoi ont-ils échoué à nous faire isoler comme ils les avaient promis? Mais c'est le jeu normal de la géopolitique, même de la géostratégie. Et je vous ai dit une chose. La France a perdu la même mise sur les pays de l'AES. Oui. Dès lors que les autres sont assurés que la France n'a plus la même mise, mais ils s'approchent, ils font leur offre. La France ne peut plus les en empêcher. Il ne leur suffira pas seulement de dire c'est notre précaré, n'y allez pas, c'est fini ça. Ils ont même perdu la position de penholder au niveau du Conseil de sécurité. Donc ils ont tout perdu. Maintenant, ils n'ont pas eu assez l'intelligence. C'est maintenant qu'ils essaient de changer le fusil d'épaule en approchant, comment dirais-je, le Niger. Le Niger. Mais, avec les objets d'art là. Voilà, c'est un premier pas. Ils veulent renouer avec le Niger. Mais nous avons nos trois pays ont ce qu'on appelait les 3D. Diplomatie, développement et défense. Donc c'est des domaines dans lesquels nous coopérons. Je crois tout de suite que Drissa était en train de dire que chaque fois que quelqu'un vient chez nous, il a déjà passé au Niger, il a passé au Burkina. Donc ils font les 3 pays ensemble. C'est une façon de savoir, mais ils ne se sont pas dirigés directement vers le ministre des Affaires étrangères du Niger, je crois, non, du Niger aujourd'hui, qui est ministre des Affaires étrangères de l'AES. Mais ils en viendront. Ils sont en train de s'érier. Mais le Niger a dit à la France que le meilleur service qu'elle peut offrir aujourd'hui, c'est de rester très, très, très loin du Niger. Bon, mais c'est la même chose pour les Américains. Voilà. C'est pas plus compliqué. Ok. Drissa, cette même question, mais j'ai besoin d'un autre volet. La défaite de la France au niveau des pays de l'Est, par ricochet la libération des pays de l'Est, ne signe pas la défaite de la France sur le reste de l'Afrique sur le long terme? Déjà, en ce qui concerne l'isolement, vous savez, il y a des choses qui peuvent exister dans la tête ou même dans le souhait. Mais
sur le terrain ou dans la pratique, c'est autre chose, quoi. Hein, le truc est très simple. Un pays isolé, un pays qui est en guerre, qui est isolé, qui arrive à acheter des armes, qui arrive à acheter des avions, des drones, des hélicos, qui se bat, qui gagne des batailles. Donc, je pense que ce pays même a besoin de rester isolé afin de pouvoir finir sa guerre. Parce que quand on n'était pas isolé, on avait des problèmes à avoir des avions, on avait des problèmes à avoir des hélicos, à avoir même une armée pour... on prenait des défaites sur le terrain. Maintenant, on est isolé, hein, on arrive à avoir des résultats. Étant isolés, nous avons pu récupérer toutes les grandes villes du pays. Nous avons pu désorganiser les mouvements terroristes. Donc vraiment, être isolé est une bénédiction pour ce pays-là. Hein? C'est une bénédiction pour ce pays-là. Mais leur isolement, qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que pour beaucoup d'Africains français, être isolé, c'est être en porte-à-faux avec la France. C'est ça qu'eux ils appellent isolement. Pas le monde. Sinon, si vous prenez le monde entier, je pense que nous sommes environ 8 milliards d'habitants comme ça. Sur les 8 milliards, les États-Unis et l'Europe, c'est environ 1 milliard. Les 7 milliards... Ça ne vaut même pas 1 milliard. Voilà. Donc, nous sommes là. Les États-Unis autour de 300 millions, l'Europe, l'Union européenne. Voilà. Auparavant, 400 millions. Voilà. Un truc de 700 millions. Voilà. Donc, auparavant, on avait les administrations de ces 700 millions-là qui avaient des problèmes ou bien qui étaient contre nous. Les 7 autres milliards-là étaient avec nous. Hein? La Russie était avec nous. On n'avait pas de problème avec l'Inde, ni avec la Chine. Et même plusieurs pays européens étaient avec nous. La preuve, quand Macron voulait transformer Barkhane en Takuba, qu'est-ce que les autres Européens lui avaient dit? Il lui avait dit non. Il lui avait dit non. Il a eu des problèmes. L'Allemagne n'a pas voulu venir. Et plusieurs autres pays n'ont pas voulu venir avec lui. Donc, c'est eux qui étaient isolés. Nous n'avons jamais été isolés. En ce qui concerne l'avenir de la France en Afrique, ou même l'avenir de la France dans le monde entier, je pense que le général Thierry Bricard est mieux placé pour répondre à ça. Le directeur de renseignement, c'est-à-dire la DGSE, est mieux placé pour répondre à ça. Et même Macron et son premier ministre Bayrou sont mieux placés pour répondre à ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bayrou a dit, pas en Afrique seulement, hein, si la France continue comme ça en 2029, il n'y aura plus de France. Le premier ministre français, il a dit. Ça, ce n'est même pas en Afrique, ça, c'est la France dans le monde. Maintenant, en Afrique, imaginez que la France soit obligée de masquer sa présence en Côte d'Ivoire, que la France soit obligée de masquer sa présence au Bénin, que la France soit obligée de masquer sa présence au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France voit un futur incertain pour elle-même en Afrique. Sinon, de l'indépendance à aujourd'hui, est-ce que la France a pensé même à faire passer ses militaires sous silence, c'est-à-dire à masquer la présence de ses soldats en Afrique? Elle n'a pas pensé à ça. Elle ne pensait pas à ça. D'ailleurs, elle n'allait pas accepter ça si on lui avait demandé ça avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle-même reconnaît que à chaque fois que les Africains vont voir les militaires français en Afrique, il y aura des problèmes. Donc ça veut dire que la présence, il y a des problèmes concernant la présence. Ça c'est un. Sur le plan diplomatique, bien sur le plan influence. J'ai été surpris même de voir l'Ivoirien Arthur Banga disait l'autre jour sur le plateau NCI dire que personne n'a peur de Macron aujourd'hui. Non, lui n'a pas le niveau. Non, j'ai compris, c'est intéressant. C'est intéressant quand ton ennemi veut prendre un exemple sur quelqu'un qui est souverain, il est forcé de prendre l'exemple sur toi. Alors, allez-y. Est-ce que tu vois? Il dit, à chaque fois que le Mali a dit non, c'était non et que c'est fini. La France n'a pu rien faire encore. Donc, c'est que même lui, il est obligé de reconnaître aujourd'hui que l'influence de la France est en train de disparaître. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, même pas en Afrique,
dans le monde, la France a intérêt, je dis bien la France a intérêt à redevenir esclave de ses anciens esclaves pour pouvoir survivre. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, l'influence de la France est contestée. Ils étaient cachés derrière les États-Unis. Aujourd'hui, tu vois ce qui se passe entre eux et Donald Trump. Ah, Trump même vient ici proposer des choses. Il veut Voilà. récupérer totalement les... Voilà. Il y a ça aussi. Comment dire, les tournées que les États-Unis sont en train de faire aussi. C'est également faire mal également à la France. Donc, pour la France, ici, je vois un avenir très très sombre ici et dans le Baouladi. Ok. Doyen, nous revenons vers vous. Au-delà de ça, nous avons suivi le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte qui était en tournée dans l'espace AES et qui a donc bouclé sa tournée ici à Bamako. Qu'est-ce que l'Égypte peut nous apporter concrètement? Je venais de dire tantôt que les États-Unis, les anglo-saxons, ils sont pragmatiques. Quand ça ne marche pas, ils changent le fusil d'épaule. Oui. Les Américains savent qu'ils ne peuvent plus par la force prendre les pays de l'AES. Ils viennent se mettre dans le jeu d'une manière ou d'une autre pour troubler le jeu et tirer la couverture sur eux. Si tu prends l'Égypte, l'Égypte est l'un des pays les plus fidèles des États-Unis. Il faut s'en méfier. Parce que la question qui me vient à l'esprit, est-ce que les États-Unis, est-ce qu'ils n'ont pas deux fers au feu? D'une manière, d'un côté, ils viennent à nous directement pour dire, bon, ben, passons l'éponge, on vient vers vous, entamons une coopération en matière économique, entamons une coopération en matière de lutte contre le terrorisme, en matière sécuritaire. Ça, c'est un premier fer au feu. Mais sinon, même trois fers au feu. Le deuxième fer au feu, c'est l'Égypte, qui a aussi une porte d'entrée possible si les choses vont loin. Mais aujourd'hui, j'ai vu, après, à l'issue de cette visite du ministre des Affaires étrangères, ils ont signé un mémorandum d'entente qui ne sont pas des accords, mais qui peuvent présager un accord. Il faut qu'on connaisse le contenu. Et aussi, ils viennent nous parler de sécurité. Mais aussi, il faut revoir le revirement de l'Algérie qui a la main, qui marche aujourd'hui avec les États-Unis main dans la main. Tebboune qui se propose comme médiateur. C'est un revirement complet. Leur position était une position tranchée. Mais il continue d'entretenir chez lui ces groupes. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, vous savez, les États-Unis ont un service qui est très peu connu. Moi, j'ai lu un livre de John Cate, je crois. Il a appelé ça les assassins financiers. Les Américains sont venus dans dans les pays de l'Amérique du Sud, c'est ce qu'ils ont appliqué comme stratégie. Même tous les agents de la CIA ne connaissent pas l'existence de cette branche. On prend des économistes, on vient chez toi, on te dit, bon, ben, vraiment, il y a des nécessités ici, il faut faire des routes, il faut faire ça, on peut t'aider à avoir un prêt. On te donne le prêt. Et sur le prêt, on va te donner un autre prêt. On t'enchaîne avec les prêts. Et à un moment donné, tu ne peux plus t'en sortir, tu vas composer. Tu vas composer avec eux. Et tu vas te soumettre à eux. Ce système a été employé, le monsieur était là-dedans, même sa femme ne savait pas qu'il était agent de cette cellule. Et c'est ce qu'il a appelé les assassins financiers. Mon co-débatteur l'autre jour parlait de... Le prêt, c'est une corde au cou. Nous, on l'a compris. Les Africains l'ont compris. Et les Américains l'ont compris ils peuvent te faire plier par la force ou par les prêts. Et donc, ils ont toutes sortes de possibilités d'entrée. C'est pourquoi le revirement spectaculaire de Tebboune pour dire, bon, il se propose sur quelque chose qui a échoué.
ils cherchent à se rallier et à rétablir des contacts. L'Égypte qui vient subitement pour dire, bon, ben, on vient vous aider, on vient pour établir des... Mais l'Égypte on n'a pas besoin de... Nous, notre lutte contre le terrorisme, c'est vrai, l'Égypte a les frères ennemis. Ils peuvent nous dire quelque chose dessus. Mais ce n'est pas fondamentalement les mêmes groupes. Vous parlez des frères musulmans. Des frères musulmans. Bon, moi j'ai dit... Ils ont des groupuscules aussi dans le Sinaï. Voilà, il faut faire attention à ces deux pays qui se... C'est pourquoi, d'une manière générale, les pays africains qui viennent nous dire, ils viennent prendre des leçons, voir comment on s'en est sorti on est en train de s'en sortir avec le terrorisme. Là, ça peut se comprendre. Mais tous ceux qui viennent subitement, alors que nous en sommes pratiquement presque sortis, c'est en ce moment que c'est cette question qui me turlupine. Pourquoi maintenant? Et c'est là, la réponse de cette question doit dépendre tout le comportement prochain de nos autorités. Se méfier de ces gens qui viennent et qui sont des pays alliés aussi aux États-Unis. Mais il y a même Patrice Talon et Diomaye Faye qui ont été mandatés auprès des pays de l'Est dans le cadre de l'UEMOA. Les deux, quand vous les voyez, ça se comprend aussi. L'UEMOA, c'est quoi? Et derrière encore, il y a aussi le président du Burundi, le camarade Ndayishimiye, parce que c'est un bon combattant de l'impérialisme. Je ne sais pas maintenant s'ils l'ont pris. Lui aussi, il a été mandaté auprès des pays de l'Est. C'est pour qu'on parle d'un balai diplomatique autour des pays de l'Est. Maintenant, l'Égypte aussi vient taper à notre porte. C'est la première puissance militaire d'Afrique quand même. Et c'est un militaire à la tête de l'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. La première puissance, c'est bien. Déjà, qui parle de l'Égypte, même en termes... En matière militaire, c'est forcément les États-Unis. Oui. Voilà. Donc, mais que l'Égypte vienne, moi, je ne vois pas d'un mauvais œil, parce que je pense que déjà, ça répond à plusieurs personnes et ça répond à plusieurs détracteurs que nos portes sont ouvertes à tout le monde. Nous ne sommes pas... le précaré de quelqu'un. Voilà, le précaré de quelqu'un. Tous ceux qui veulent travailler avec nous pour servir leurs intérêts et notre intérêt ensemble, il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir. Nous n'avons de problème avec personne. Nous sommes un pays qui se respecte, qui respecte tous les autres pays. Nous avons des richesses, nous avons des ressources. Si quelqu'un pense qu'il a l'expertise nécessaire pour pouvoir travailler avec nous afin que nos ressources puissent nous servir, et lui servir aussi, il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde d'un autre côté, je me pose la question à savoir, parce que vous savez que dans ce genre de rencontres, ou bien dans ce genre de tournées, il y a ce qui est dit et il y a ce qui n'est pas dit. Et je me dis juste, est-ce que l'Égypte est en mission quelque part pour l'Union africaine? Parce que vous savez, l'Union africaine a manifesté son intention de servir d'intermédiaire entre nous et les autres pays de la CEDEAO ou même l'UEMOA et autres. Donc je me dis, est-ce que c'est dans ce cadre-là également que l'Égypte est là? Surtout c'est un diplomate qui Surtout voilà, donc, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais quand même je me pose cette question. Il y a également, n'oubliez pas qu'au sein de l'Union africaine également, il y a des concurrents, il y a des compétitions entre certains pays. Est-ce que vous voyez? Donc il y a également certains qui pensent qu'ils sont des puissances en Afrique et qu'ils veulent avoir l'AES avec eux, que ce soit... Qu'il y ait une force montante quand même. Voilà, qu'il y ait une force montante. Donc si l'AES est avec eux, ça peut... les servir de poids dans l'Union africaine ou même en termes de géopolitique internationale. Raison d'ailleurs pour laquelle Tebboune est en train de tout faire pour montrer, comme il veut montrer au monde entier que lui il a une puissance au port de l'AES. Donc il peut, celui qui a besoin de l'AES doit forcément passer par lui et que c'est lui qui a l'influence sur l'AES ou bien c'est lui qui peut gérer tous les problèmes qui sont dans l'AES. Donc il y a ce côté-là également qu'il ne faut pas négliger. Donc je pense que si nos dirigeants pensent qu'on peut avoir des intérêts en Égypte là-bas, je pense qu'il faut aller les chercher et
comment dire là, le préalable c'est quoi? C'est que chaque pays ou chaque entité qui veut travailler avec nous, qui veut collaborer avec nous, il faut quand même que ça soit sincère ou pas, ça c'est autre chose. Mais quand même, il faut respecter les 3 principes qui sont là. Et je pense que nous sommes à un moment également de notre histoire où il faut être pragmatique. On n'a plus besoin des va-et-vient, des commissions mixtes, des commissions ad hoc. Non, il faut du concret maintenant. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec toi? Et qu'est-ce que tu attends de nous également? Arrêtez un peu trop de bureaucratie. Non, voilà, ça, on va faire des tournées, on va mettre en place des commissions vont réfléchir, ça va prendre 1 année, ça va prendre 2 années, et puis par fini, on fait rien. Non, on doit sortir de ça. Tu viens, on te reçoit. Concrètement, tu as quoi à nous offrir? Ou bien tu as besoin de quoi chez nous? Que veux-tu? Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Voilà. Donc, voici les conditions. Si vous pouvez remplir, ou bien voici nos besoins. Nous avons besoin d'expertise dans ce domaine. Ou bien nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Vous pouvez faire quoi? Vous avez quoi à nous offrir et vous attendez quoi de nous? Concrètement, on va en discuter et au bout d'un mois, on va sortir avec des résultats concrets. Moi, je pense que c'est mieux que de venir même distraire nos présidents ici avec des rencontres qui n'en finissent pas. Chaque semaine, le président il reçoit 2 délégations. Après, 2 autres, par exemple, le cas des États-Unis, la première délégation a quitté ici. Ça ne vaut même pas 7 jours. Une autre délégation est venue. Ainsi de suite, le ministre des Affaires étrangères, il a quand même d'autres choses à faire. Le président, il a d'autres choses à faire. Donc, de voyage en voyage, de rencontre en rencontre, par fini, le président ou bien les ministres n'auront même plus le temps de se rendre compte, de se concentrer sur les problèmes internes du pays. Oui, et même là, vous avez vu quand Trump a réussi les 5 qui sont allés là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Présentez-vous. Présentez-vous. Et à plein 8 minutes d'intervention du président des petits pays, Trump avait dit qu'il a un programme très chargé et qu'il n'avait pas le temps. Voilà. Il avait autre chose à faire. Pourtant, il était censé être celui qui les a invités. Voilà. Donc, lui n'a pas le temps. Au bout de vraiment, il va falloir qu'on sorte de ça maintenant, qu'on aille au concret. Quoi. Oui. Pour en revenir aux relations, oui. J'ai écouté l'autre jour Macron. Il disait que pour être fort, il faut être craint. Oui. Il l'a dit clairement. Donc nous avons raison. Souvent Macron est une bonne école. Hein? Mais il ne parle pas qu'à leur peuple. Il parle à nous aussi. Oui. Ce qu'il conseille, le chemin, ce qu'il demande à leur peuple, c'est tout aussi valable pour nous. C'est clair. C'est pourquoi je me permets de rappeler. Il l'a dit très clairement. Et ce n'est pas la seule fois où il dit des choses. Il dit qu'il leur faut être souverain, indépendant des États-Unis. Mais ça nous parle. Oui. Alors qu'il ne veut pas que nous soyons indépendants de lui, que nous soyons souverains par rapport à lui. Il l'a dit, c'est des termes qu'il faut prendre juste et s'asseoir, c'est tout. Les États-Unis, ce matin, j'ai vu, je crois que c'est Trump qui s'adressait à l'ONU. Il a dit 2 choses. Seuls les patriotes peuvent gagner. Il nous demande d'être Il a dit, soyez des patriotes. Ensuite, il a dit, il faut être souverain pour se faire respecter. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est la souveraineté. Oui. Et donc, ils nous parlent. Donc, tous ceux qui trouvent à redire, qu'ils écoutent ceux qui sont en train de soutenir à bras le corps pour qu'on soit avec eux, qu'on reste avec eux dans cette soumission permanente. Ils verront qu'eux-mêmes, ils sont en train de nous dire, soyez souverains. Oui. Merci beaucoup. Je pense que l'émission, nous approchons vers la fin de cette émission, mais il y a une dernière peut-être question ou bien un point que vous devez apporter votre analyse sur un point, parce que nous avons vu qu'Emmanuel Macron a parlé d'une reconnaissance de l'État, d'un État palestinien. Et je pense que Trump est en train de crier quand même. Là, il veut tirer les oreilles à Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux et là-bas. Mais nous savons, moi, quand même, je suis convaincu d'une chose. Macron continue d'armer Benjamin Netanyahou. Et ça, ce n'est caché de personne. Mais Macron a reconnu ça à l'État palestinien de cette façon. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il dit qu'il va reconnaître. Non, j'ai compris, il dit qu'il va reconnaître en mois de septembre. Bon, déjà, Trump a dit que tout ce que Macron dit ou tout ce qu'il va dire là, ça n'a aucune importance, quoi, et que Macron n'est pas
il n'est pas lourd, il n'est pas fort comme tout ce que je dis. Mais Macron montre ses muscles aux Africains. Voilà. Maintenant, général, regarde, il y a l'hypocrisie qui existe dans ces histoires de reconnaissance-là. Depuis quelle année, si je ne me trompe pas, c'est en 67, qu'une résolution... Non, 47, 48. Voilà, une résolution des Nations Unies... En 1947. Voilà, une résolution des Nations Unies demande la création de 2 États. Voilà. Un État palestinien et un État israélien. Et tout le monde sait aujourd'hui, tous ces gens-là savent aujourd'hui que l'Israël est en train de faire la colonisation. Donc, eux, ils attendent quoi pour considérer la Palestine comme un État? Ça veut dire qu'eux, ils ne respectent pas leur propre résolution, ils ne respectent pas la résolution des Nations Unies. Donc, c'est comme si venir nous dire ici que je vais reconnaître Palestine comme un État, ça veut dire que pour l'instant, tu ne reconnais pas la résolution des Nations Unies. Ça veut dire que pour l'instant, tu ne reconnais pas la Palestine comme un pays. Donc, si tu ne reconnais pas la Palestine comme un pays, ça veut tout simplement dire que tu es en train de marcher sur le droit international. Donc, c'est pas... En disant ça, il ne dit pas grand-chose au fait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il a des problèmes avec les États-Unis, il a des problèmes avec Trump, il veut se repositionner en Europe, il veut redrouer son blason, il veut avoir une certaine stabilité en matière de politique intérieure. Donc, c'est comme s'il est en train de faire du chantage à Trump aux États-Unis. C'est même méchant. Il a même dit lors d'un déplacement en Allemagne. C'est méchant. C'est méchant d'utiliser la vie des Palestiniens. C'est méchant d'utiliser le sort des Palestiniens pour faire du chantage, quoi. Vous pensez que c'est un chantage? C'est un chantage. Il s'en fout de la Palestine. Il s'en fout de la Palestine. Et regardez, l'autre jour là, il y a certains députés français, c'est quoi? C'était de la France insoumise, quoi. Je sais pas trop. Quand ces députés-là ont pris un bateau pour se rendre en Palestine, c'est pas le gouvernement Macron et ses ministres-là qui ont critiqué ces gens-là. L'Israël se bat aujourd'hui avec l'aide de qui? C'est pas eux? Oui. C'est eux. Même les armes nucléaires. Voilà, l'arme nucléaire de l'Israël, c'est la France. C'est la France. Donc, vraiment, ça montre, encore une fois de plus, l'hypocrisie de la politique internationale. Les gens font semblant de faire du bien tout en montrant qu'ils sont mauvais, quoi. Cette question ne mérite même pas d'être posée aujourd'hui. Et tous les pays qui se respectent, tous les pays qui respectent le droit international devraient imposer à Israël de reconnaître la Palestine comme un État. D'ailleurs, ça a même permis au monde de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Benjamin Netanyahu qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il dit non, nous n'allons pas accepter qu'il y a un État palestinien à nos frontières. Ça veut dire quoi? Je travaille à détruire la Palestine. Soit je vais les tuer tous, ils vont partir, soit je vais les faire déplacer de force. Vous êtes encore alliés avec ce pays, avec ce régime. Et pour faire mal à Trump ou bien pour faire mal aux États-Unis, vous venez nous dire, bon, mois de septembre, moi je vais reconnaître la Palestine comme un État. Ça ne va rien changer. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas rien changer. Doyen. En fait, Macron n'a rien dit de nouveau. En 47, en 67, et avec les accords de Camp David, c'était les mêmes propositions. L'existence de 2 États avec Jérusalem comme capitale, comme statut international. C'était ça. Jusqu'ici, c'est cette solution qu'on n'est pas arrivé à mettre en œuvre. C'est tout. Il n'a rien dit de nouveau. Et comme souvent, ils aident Israël, ils donnent le feu vert, ils sont contents que Israël attaque la Palestine, mais ils se cachent derrière ça. Et je crois que l'Allemagne même l'a dit. On est content que Israël fasse le mauvais job. Le sale boulot à notre place. Ouais. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il n'a rien dit de nouveau. C'est se sortir d'un pas. L'attaque contre l'Iran a fait mauvais effet généralement dans les milieux politiques français. Il cherche à se rééquilibrer. Aujourd'hui, il a d'énormes problèmes.
Donc moi, je ne considère pas ce qu'il dit, c'est une solution. Ceux qui ne savent pas pensent qu'il a dit quelque chose de nouveau, mais non, il n'a rien dit de nouveau. Cette solution existe depuis longtemps. Nous arrivons au terme de cette émission. Driss, à votre mot de la fin. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie également le douanier et tous les abonnés et internautes qui nous regardent. Rendez-vous à la prochaine émission. Doyen. Merci. Merci pour cette émission. Merci pour les informations qu'on a pu... En tout cas, moi, je tire toujours des informations lorsqu'on pose le plateau. Ça m'enrichit et j'espère que nous, quand on vient, nous donnons des éléments aux gens. On n'est pas forcément... On ne va pas forcément conclure en disant je prends telle position, mais à travers les argumentations, pour que chacun peut se faire une idée, oui, être éclairé. Nous, notre rôle, c'est d'écouter, de lire, de collecter des informations, de les recouper. Moi, c'est ce que je fais. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un géopoliticien, mais non. J'ai eu l'habitude d'écouter, j'ai l'habitude d'analyser, d'essayer de comprendre et de comparer les choses et de me faire une idée. Quand j'ai des informations, on vient donner ici, on livre, on donne à tout le monde ces informations. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'aller lire ou de tomber sur les mêmes informations quelque part. On les rassemble, on les donne et à chacun de se faire une idée et de tirer sa propre conclusion. Merci beaucoup, doyen. Je pense que vous faites déjà de votre mieux et nos téléspectateurs apprécient bien ce travail que vous êtes en train d'abattre. Je sais à quel point vous faites des recherches et nous espérons que vous serez là aussi longtemps possible avec nous pour en tout cas faire regarder ce public africain qui nous suit. Merci. Peuple d'Afrique, c'est la fin de cette émission. Nous arrivons donc au terme de cette émission, même si on pouvait continuer encore. Nous avons été accompagnés par nos deux invités, Drissa Mementa, un analyste, et puis M. Daniel Koulibaly, c'est l'inspecteur de la douane à la retraite. C'était dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais d'ici là, d'autres programmes continuent sur Gandhi Malien TV. Donc restez connectés. Nous vous remercions et à très bientôt.